Edgar Groslo est avec nous, il suit le Real au quotidien à Madrid. Edgar, bonsoir. Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Et Julien Laurence est là également, lui qui suit le foot anglais. Salut Julien. Julien nous entend-il? Salut Gilbert, salut à tous. Good evening. Bon, il y a un petit décalage, mais... salut Gilbert, salut à tous. On va corriger ça. Il y a une heure de décalage avec l'Angleterre, tu sais. Oui, sauf que là, il est en Bretagne. Ah bon? Ouais, c'est pas loin de l'Angleterre aussi. Attends, Julien qui soit en Angleterre, n'importe où, il est toujours en décalage. Je ne sais pas pourquoi, il a toujours un matériel défaillant. Il est décalé, bizarre, c'est un gars décalé. Je ne sais pas, c'est quand même très curieux ça. Bon, Edgar, le Real l'emporte. Est-ce que c'est un scénario réalien ce soir? Et non pas raélien? J'ai envie de dire non, bizarrement, parce que sincèrement, j'ai l'impression que c'est plus City qui a perdu ce match que le Real qui allait le chercher. Il y a 2 cadeaux en fin de match. Et si je compare par exemple avec l'autre remontada qu'ils ont réalisé cette saison, c'était face à Dortmund où ils perdaient 2-0, ils gagnent 5-2. Là, c'était un Real qui a surdominé la deuxième période, où on sentait un vent de folie, où on sentait un Vinicius qui roulait sur tout le monde. Là, franchement, ce soir... c'est un miracle et c'est pas j'ai pas l'impression que c'est parce que c'était le Real en face que City a terminé le match comme ça. C'est juste parce que City, malheureusement pour eux, ont des défaillances cette saison et du coup il n'y a pas eu, j'ai l'impression, le vent de folie dont on a l'habitude avec le Real et ça rend le match difficile à analyser parce que moi j'étais prêt à vous dire que le Real répondait jamais présent cette saison dans les grands matchs et ça a été encore le cas aujourd'hui presque et finalement ils gagnent ce match, on sait pas trop comment. Mais Edgar, néanmoins ce qu'ils affichent, et c'est quasiment toujours le cas dans cette compétition, il faut vraiment être plus fort qu'eux pour les sortir. Et quand City l'a fait il y a 2 ans, c'est vraiment en étant largement au-dessus quand ils leur ont mis la raclée à l'Etihad. Mais sinon, c'est toujours une équipe qui, dans cette compète, jusqu'au bout. Alors tu dis, sur la fin, c'est plus City. Ok, ils font des cadeaux, mais pour recevoir un cadeau, encore faut-il être présent. Et le Real est quand même présent dans la zone de vérité pour récupérer les ballons offerts et les transformer en but. Et quelque part, ça quand même récompense la première période où le Real s'est créé beaucoup d'occasions pas transformées. Moi, pendant 80 minutes, j'ai cru voir un Real à l'opposé du Real habituel. Ils ont les occasions, c'est eux qui se font braquer, alors que d'habitude, ils font l'inverse. Ils ont contre eux un péno. À mes yeux, il est dur. À mes yeux, il y a péno. Contre le Real, l'histoire montre que c'est plutôt eux qui bénéficient de pénaltys un peu litigieux. Là, ils vont peut-être écrire à l'UEFA. Là, à l'échelle du Real, en Coupe d'Europe, on en a vu d'autres. Bon, là, c'est tombé contre eux. C'est vraiment comme si le Real subissait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de subir. Bon, au final, on a retrouvé le vrai Real dans les 5 dernières minutes, capable de renverser un match, d'aborder le retour en position de force face à un City qui, de toute façon, affiche toujours les mêmes faiblesses. Évidemment qu'ils vont être à nouveau favoris pour être de nouveaux candidats dans cette compétition. On va continuer à dire qu'on ne comprend pas bien le jeu du Real, qu'on ne comprend pas bien leur tactique, qu'on ne sait pas trop de quelle façon ils jouent. C'est une sorte de... alors, il y a un groupe de mecs qui défendent, un groupe de mecs qui attaquent, et puis Bellingham qui au milieu essaye de faire un peu la liaison. C'est pas très clair, pas très propre tactiquement, mais il y a tellement d'individualité, il y a une capacité à aller très vite vers l'avant parce que tu as des joueurs qui vont vite et qui peuvent faire mal à tout le monde. Est-ce que ce sera suffisant ? Très souvent, on a dit que c'était pas suffisant, puis ils gagnaient au final. Donc, mais moi j'ai toujours le sentiment. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ça n'a pas été un grand Real, mais j'ai toujours l'impression que dans cette compétition, il peut toujours tout se passer avec eux en fait. Même quand ils sont diminués, même tu as l'impression qu'ils ne dominent pas. Je me rappelle, c'était quand il y a 3 ans de ça, quand ils gagnent la Champions League et à chaque tour, quart, finale, demi-finale et finale, ils sont pas. Ils ont gagné ces dernières années, meilleure déjà l'année dernière. Mais tu as toujours l'impression en fait qu'il y a quelque chose de particulier avec cette compétition, avec le Real. Julien, toi, tu as vu le City du. Ah, je crois qu'il sera là dans 30 secondes. Bon, dit-on. Ça, c'est toujours génial. Il a cassé le matériel, comme d'habitude. Il aura un problème de connexion. J'allais lui poser une question à Julien Laurence, mais... tiens, on a la chance d'avoir Yanis qui était au stade et qui sort du stade, qui est avec nous au 32-16. Salut Yanis. Bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Bon, déjà, raconte-nous un peu l'ambiance, là. C'était comment au stade à Manchester? Le stade à Manchester, l'Etihad Stadium, un sort de Ligue des Champions.
c'est assez calme. Donc, c'était pas une grosse ambiance. On sentait beaucoup de tension. Écoutez, messieurs, première mi-temps, moi, j'étais très content. Surtout que j'ai retrouvé mon John Stones. Le John Stones qui ouvre le jeu toute la première mi-temps. Il donne des très bons ballons, très bien placés. Mais malheureusement, cette année, City, ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes. City, ça joue 45 minutes, 50 minutes, voire 1 heure grand max. Mais attends, excuse-moi, tu les as vus bons dans la première période, dans les premières 20 minutes, ils passent au bord de la catastrophe une fois, 2 fois, 3 fois. Les 15 premières minutes, il y a de l'intensité, ça joue, ça fait partie du jeu. On savait que le match, il allait être comme ça. Après, derrière, il y a eu du contrôle. Johnson, quand on voyait les sorties de balles qu'il faisait, c'était propre. Il y avait de l'intensité, il y avait des erreurs techniques. C'est un match de Ligue des Champions, tu joues contre le Real. Après, honnêtement, moi, j'étais au Parc des Princes. Le PSG, par exemple, au niveau de l'intensité physique, c'était impressionnant. Là, le Real, première mi-temps, le pressing, c'était pas extraordinaire. C'était, ça se regardait, ça jouait, ça sortait les ballons, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec l'intensité du PSG. Quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit que si on continue comme ça, la deuxième, ça va très bien se passer. Malheureusement, la deuxième mi-temps, on a l'impression que les jambes se sont coupées, il n'y avait plus rien. Alors moi, j'ai pas trouvé que sur la première période, City avait été dangereux ou réussissait à prendre en défaut le Real. J'ai plus vu un Real, moi, se créer des occasions. Il marque sur la première tir, d'ailleurs. Capable de prendre des situations de profondeur qui, à chaque fois, faisaient mal à City. Au moment où Haaland marque, ça ressemble à un braquage. Quelque chose qui n'est pas habituel quand tu regardes Manchester City, pas cette année, mais les années d'avant, où ils dominaient leur match, ils avaient toujours la main mise sur la rencontre. Là, ils subissent plutôt, ils marquent un but, un beau but d'ailleurs, mais bon, qui tombe un peu comme ça sur leur première vraie occasion. J'ai vu un petit City, j'ai pas vu un grand Real ce soir non plus. Moi, je n'ai pas été surpris de la performance de City. Hein. C'est le City qu'on voit depuis quasiment pas le début de saison, parce qu'ils avaient fait un bon début de saison, mais c'est à partir du mois d'octobre-novembre où ça a commencé vraiment à se compliquer les choses. Mais depuis, même s'il y a eu un regain au niveau des performances et des résultats ces derniers temps, ça reste une équipe très fragile sur le plan défensif. Et on a retrouvé Julien. Est-ce que tu nous entends, Julien? Ouais, très bien. Bon. Tu es d'accord avec... non, je vais dire d'accord avec Yanis, pas forcément, mais globalement, toi, qui vois tous les matchs de City, tu n'es pas vraiment surpris ce soir, j'imagine? Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec Daniel qu'avec Yanis. Moi, j'ai pas trouvé City bon ce soir. J'étais très déçu par la performance globale. Alors oui, quand ils marquent 2 buts, mais avant le penalty, ils ont un expected goal de 0,7 et ils se sont fait aussi trouer défensivement encore régulièrement. Le Real doit marquer au moins 4 buts aujourd'hui, voire 5. Et moi, ça m'inquiète déjà parce que Stones a joué en sentinelle devant la défense parce que Nico Gonzalez était simplement sur le banc. Il n'y a toujours pas Rodri. C'est le problème récurrent de la saison à City. De toute façon, ils sont trop exposés défensivement. Mais défensivement, tu as surtout l'impression qu'ils sont cuits, ils avancent plus, il n'y a plus de jus dans cette équipe. Mais ça, l'intensité, on en a parlé. Ça, on sait on a l'impression qu'ils sont plus branchés, quoi. Les piles sont déchargées. Ouais, mais très franchement, si le Real est un tout petit peu plus efficace, ils leur mettent sans courir ce que le PSG leur a mis. Hein. Je suis moyennement d'accord, Daniel. Sans même forcer en plus. Je suis OK de dire que physiquement, tu as quand même des cadres qui sont sur le déclin. De Bruyne, franchement. De Bruyne, on le voit. Mais ça, tu peux compenser. 10 ans. Daniel, tu peux compenser ton déclin physique par une meilleure organisation. Et je je trouve qu'il n'y a plus d'organisation dans le système de Guardiola. À la perte du ballon, c'est un gruyère sans nom. Ah oui, De Bruyne, j'ai envie de lui dire, viens, on arrête, quoi. Viens faire le consultant à l'after, on t'aime tellement. Moi, là, je peux pas le voir jouer comme ça, me fait de la peine, quoi. C'est pas le seul. Hein. Il balance des ballons devant. T'as aussi des joueurs qui ont été exceptionnels ces dernières années, qui sont méconnaissables. Hein. Et moi, je pense que l'organisation aussi est défaillante en dehors de l'aspect mental. Mais après, ce qui les plombe, Manu, c'est les erreurs individuelles. Mais oui, on est d'accord. Pas le deuxième but du Real, le troisième du Real, mais c'est un long ballon. Il perd le premier duel. Louis fait n'importe quoi. Kovacic fait n'importe quoi. Ederson fait n'importe quoi. Pourquoi il va sortir comme ça alors que Varela est en train de revenir sur on est d'accord. Ouais. Tu veux dire que Rico Lewis, il est meilleur pour faire des jeans? Peut-être. Non, mais à ce niveau-là, c'est hallucinant qu'une équipe pareille avec des joueurs de ce niveau-là. En plus, c'est pas que ce soir, c'est systématiquement chaque match. Je pense que Yanis sera d'accord. Ils font des boulettes défensives à tous les matchs. Yanis, t'es d'accord avec ça quand même, toi qui es supporter de City?
Écoutez, cette année, on va pas se mentir, de toute façon, tout le monde le voit, cette année, c'est très, très, très compliqué. Tous les matchs, tout le temps, il y a une erreur. C'est pas possible de finir une année correcte avec des erreurs individuelles à chaque match. Si c'est pas Ederson, c'est Rico Lewis, sinon c'est Akanji, sinon à chaque fois il y a quelqu'un. Donc c'est compliqué. J'ai très très peur du match retour parce que je me suis dit s'il fallait faire quelque chose, c'était à l'Etihad. Maintenant, franchement là, qui voit une chance à City pour se qualifier Non mais c'est la Ligue des Champions. Honnêtement, c'est la Ligue des Champions. C'est pas ce qui peut se passer. Après, moi, honnêtement, le Real. Au niveau du milieu de terrain, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, mais c'était exactement ça. C'est une équipe, elle est coupée en deux. Ça veut dire il y a des mecs qui attaquent, il y a des mecs qui défendent. Milieu de terrain, au stade, j'expliquais ça tout à l'heure. T'as un mec qui essaye de faire la liaison, et puis après ça colmate à droite à gauche. C'est pour ça que c'est frustrant. Mais par contre, dès que Vinicius, c'est vrai. Honnêtement, c'est un joueur au niveau du comportement, je suis vraiment pas fan. Mais par contre, dès qu'il a la balle, il est vraiment dangereux. On le voit. Ah bah ça, oui, quand il accélère et qu'il percute. Techniquement, c'est impressionnant, vraiment. Yanis, j'ai une question à vous poser. En tant que supporter de City, j'ai quand même fait pas mal de matchs à l'Etihad Stadium, que ce soit en championnat ou en Champions League. Alors, c'est pas simplement symptomatique de City. Il y a d'autres aussi grands clubs, pas simplement en Angleterre, mais en Europe, où je trouve que l'ambiance est quasiment, on va dire, tu as l'impression de rentrer dans une église. Manu, l'Angleterre, c'est comme ça tout le temps. Non, je suis désolé. Je trouve de plus en plus. City, c'est pas tout. Le seul stade où il y a de la vraie ambiance, c'est le Celtic Glasgow. Oui, non, mais c'est ce que je constate. À Old Trafford, c'est pareil. Dans les grands clubs. Crystal Palace, c'est vraiment une grosse ambiance. Ah oui, on est d'accord, parce que Crystal Palace, c'est le seul club à avoir des ultras en Angleterre. Ah ouais, non, Julien nous a raconté que Rio Ferdinand au Parc des Princes, il est halluciné. Alors que nous, le Parc des Princes, tu as l'impression que c'est bien. Il y a la proximité du terrain aussi avec les tribunes, c'est un ancien stade à l'anglaise. Non, mais moi, c'est ce que je constate, je l'ai constaté à maintes fois. Manu, tu as raison, c'est depuis 2 ans, c'est simple, depuis que City, on a remporté la Ligue des Champions, depuis 2 ans, honnêtement, quand je vais au stade, il n'y a plus cette ferveur, mais même ce soutien avec l'équipe qui est en difficulté. On a besoin de ça sur le terrain, notamment en Angleterre. On sait que ça peut transcender les joueurs dans des moments difficiles. Et je trouve que, alors c'est pas une critique négative ce que je dis, mais l'embourgeoisement des supporters avec le palmarès des clubs ces dernières années est pour moi très préjudiciable. Yanis, merci beaucoup. Merci à bon vous, retour messieurs. Et à très bientôt pour parler de City. Tu es le bienvenu quand tu veux. Salut Yanis. On revient dans quelques instants. Il faut qu'on parle de Mbappé. On conclut ce match ensemble et ensuite ce sera bien sûr la victoire de Paris au programme face à Brest 32-16. N'oubliez pas, nous sommes là jusqu'à minuit 30 avant la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. 23h21, Manu Petit, Daniel Riolo sont là, Julien Laurent, Edgar Groslo. On termine l'analyse du match City-Real. Il faut qu'on parle un peu de Mbappé quand même, les gars, qui a mis un but. Bon, c'est un but. But magnifique, si vous voulez. C'est marrant, c'est un peu la même position que le but face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, là, rappelez-vous, sauf que cette fois, c'était... T'as vu la position acrobatique qu'il a, en plus, le ballon vient de derrière, donc c'est pas évident. C'est un talent quand même, voilà. Il rate sa frappe, ça c'est clair. Il marque à un moment qui est important. Il est plutôt effacé dans le match, même s'il est au bout d'une très belle action quand il est bien lancé par Vinicius. Il est clairement en jambes. Ça n'a rien à voir avec le Mbappé du début de la saison. Quand il accélère, il en a une là, quand il arrive sur le côté gauche. Ouais, bien lancé par Vinicius. Il a fait Thierry Henry, il la met à chaque fois. Il y a Ederson aussi qui fait 2 parades. Sur cette action, il est hors jeu, je crois. Ah oui, il est hors jeu en plus. Sur cette action, il est hors jeu. T'as l'action où Ruben Dias vraiment se met devant lui pour, en gros, il indique je suis en train de me faire manger, il l'arrête. Donc il est en jambes, c'est pas un grand match, mais de toute façon, est-ce que le Real a fait un grand match? Est-ce que City a fait un grand match? Comme je disais tout à l'heure, malgré les buts, un grand match, il a quand même 3 grosses occasions. Ronronnant, dans lequel il a été correct sans plus, quoi.
Et d'ailleurs, le fait qu'il mette un but comme ça, alors qu'il rate complètement sa frappe, c'est aussi le signe, la chance, la réussite d'un gars qui, voilà, ça a tourné pour lui. Je pense pas qu'il y a 3 mois, il l'aurait mis au bout des tribunes de l'Etihad. Là, il a de la réussite qui le suit parce que c'est un joueur qui marque beaucoup en ce moment. 10e but en 9 matchs, mine de rien. Je pense que voilà, c'est aussi le signe que les choses tournent enfin. Je me souviens ce que tu avais dit, Manu. Manu, tu avais dit il y a quelques mois que s'il y avait un astéroïde qui tombait sur la planète, ça tomberait sur Mbappé. On n'en est plus là, quoi. C'est le jour et la nuit. Il était tellement au fond du trou, il était dégommé par lui-même l'a dit. Mais il y a un gros plan dans ce match-là qui est pour moi très révélateur. On le voit lui avec Vinicius et Bellingham. Oui. Tous les trois sont sourire, mais un sourire sincère. On voit dans leurs yeux. C'est quelque chose que j'ai quasiment pas vu depuis le début de saison. La question qui se posera de toute façon, et je ne sais pas de quelle façon c'est abordé en Espagne, Edgar, mais le Real que tu vois ce soir, ou tactiquement. Je ne sais même pas. Est-ce que ça défend en 4-4-2 à un moment? Vinicius se resserre un peu à côté de Mbappé. Bellingham s'écarte. Quel rôle, à quelle place joue vraiment Bellingham? Bref, on a compris que de toute façon, on a dit à Ancelotti, toi, tu vas me manager ça. Tu vas essayer de m'associer des mecs qui, grosso modo, si on était une équipe cohérente collectivement, ne pourraient pas vraiment s'associer. Est-ce que cette équipe-là, avec toujours le problème de qui va défendre, qui va se replacer. Est-ce que Mbappé va courir un peu plus que Vinicius? Est-ce que Bellingham sera placé là où il est le plus performant? Quid de Rodrigo? Est-ce que dans un... Parce que là, on peut dire que c'était déjà un gros match à l'extérieur, mais il a quand même remis Ancelotti on va dire un schéma avec les 4 vedettes, quoi. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, plus Bellingham. Est-ce que y a une autre config dans laquelle il ne fait pas ça? Je ne sais pas, mais j'en reviens à la question que je voulais te poser. Je ne sais pas de quelle façon elle est posée en Espagne, mais est-ce que le Real peut gagner avec une équipe aussi peu cohérente, qui va miser sur des individualités, qui est capable de tout? Parce que Vinicius, il te déchire n'importe quelle défense. Parce que Mbappé, s'il retrouve ses jambes, c'est la même chose. Parce que Bellingham, au milieu, il touche tellement bien le ballon qu'il peut faire des orientations magiques. Ok, de toute façon, j'ai l'impression qu'on peut pas faire autrement. On ne va pas la transformer, cette équipe. Ce sera comme ça ou ce ne sera pas. Ils ont essayé de faire autre chose en début de saison. À un moment, ils sont passés un petit peu à un 4-4-2 avec une sorte de losange, avec Bellingham qui était derrière et Vinicius et Mbappé devant. Et finalement, c'était Rodrigo qui ont payé les frais et qui était sur le banc. Bon, les résultats n'ont pas été exceptionnels. On a bien compris de toute façon que cette saison, ils vont jouer à 4 devant. Donc la question de voir les 4 devant ou pas, elle se pose plus vraiment en Espagne. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que Ancelotti doit leur dire de faire plus d'efforts? Alors, il leur a dit qu'il n'était pas très content. La mi-temps contre l'Atlético, c'était un peu ça, non? Exactement. Il leur a dit l'autre jour, mais lui, ce qui répond toujours Ancelotti, et en même temps, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Il dit le problème va au-delà des 4 et c'est juste toute l'équipe qui défend mal. Et quand tu vois les problèmes défensifs, ne serait-ce qu'avec les défenseurs, c'est difficile de reprocher à cette équipe de mal défendre à cause des attaquants. Et Militao, grande époque derrière en charnière, c'est pas la même histoire. Mais c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec cette équipe coupée en deux. Après, le meilleur latéral droit du Real, c'est Valverde. Qui est milieu de terrain. Donc, tout Ancelotti qu'il est, il se retrouve confronté à des mecs. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est pas réellement dans leur nature. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs qui ne veulent pas de ce type de joueur-là. Bon, ça n'a pas empêché le Real de gagner, mais je ne sais pas si le Real a déjà eu une équipe structurée de cette façon. C'est-à-dire avec Mbappé, plus Vinicius, plus Rodrigo, qui est peut-être celui qui essaiera de courir le plus Bellingham qui joue pas là où il est le plus à l'aise. Je trouve que ça fait beaucoup de choses a priori pas normales. Maintenant, est-ce à l'époque des Galacticos, quand ils n'avaient jamais gagné la Champions League, c'était le bordel pareil. Exactement. On comprenait rien. Ouais. Zidane, il jouait un peu comme ça d'ailleurs, comme Bellingham, un peu le côté. Tout le monde essayait de trouver. Ils n'avaient pas gagné la Champions League d'ailleurs. Hein. Non. Après 2002, il y a eu la traversée du désert. Mais c'est pour ça aussi que Ferland Mendy est bien apprécié par Ancelotti. Et Ferland Mendy, il lui dit tu montes pas. Il lui dit tu restes derrière. On lui reproche souvent de rien apporter offensivement, mais c'est la consigne. Il a failli marquer. On a vu qu'il n'était pas très à l'aise. Ce qu'il a fait. Mais surtout, s'il marquait là, c'était un but extraordinaire. Mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il frappe pas là-dessus. Bref. Mais c'est aussi pour ça qu'il est titulaire et pas Fran Garcia par exemple ce soir, parce que Fran Garcia il a souvent été plus convaincant que lui cette saison, mais défensivement j'ai pas les mots parfois, alors que Ferland Mendy tu peux compter sur lui et c'est pour ça qu'il le met titulaire, pour compenser aussi le fait que tu as Kylian Mbappé et Vinicius sur le côté gauche et donc tu as besoin d'un gars qui va rester derrière. Un mot sur De Bruyne, parce que tout à l'heure on disait que ça faisait mal au cœur, enfin Daniel disait ça, Julien t'étais pas encore là. Qu'est-ce que t'en penses toi?
Moi, si j'ai entendu, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. C'est triste parce que par rapport au joueur qu'il a été. Mais même Bernardo Silva me rend triste. Hein. Non, mais Bernardo Silva, parce que lui, il est plus jeune en plus. Non, mais même Gundogan, tu mets tous les milieux, hein, la plupart des milieux. Hein. Gundogan, je l'ai oublié. Ouais, mais ils ont tous. Manu, c'était que des mecs des joueurs extraordinaires. Le point commun de Gundogan, De Bruyne et Bernardo Silva, c'est quoi? Ils ont plus de 30 ans déjà, et ça fait maintenant, pour certains, 9 ans comme De Bruyne qui sont avec Pep. Pour d'autres, Bernardo un tout petit peu moins, mais pas beaucoup. Ils sont rincés. Mais pourtant, à la mi-temps, Julien, à la mi-temps, les stats ont démontré que City avait couru 5 km de plus collectivement que le Real Madrid. Oui. Non, mais que tu cours, je pense qu'ils peuvent encore courir. Le problème, Manu, c'est pas les courses, c'est les courses à haute intensité. C'est les changements en intensité, ouais. C'est les transitions défensives, c'est-à-dire ton replacement aussi. Alors, regarde un moment en seconde période, et Turpin siffle pas la faute de Bernardo sur Bellingham, juste à l'entrée de la surface. Je sais pas si tu te rappelles, à 10 minutes de la fin. Alors qu'il y a faute tous les jours. Il peut plus. Alors déjà que Bellingham fait 2 fois la taille de Bernardo, mais en plus, il a plus les jambes, il est obligé de faire faute comme ça. C'est vrai que c'est triste à voir. Pour De Bruyne, je pense qu'en plus, il n'est pas à 100% physiquement. Déjà, je pense qu'il a encore des problèmes. Il a des soucis de dos, il a des soucis d'ischio, il a plein de soucis. Il est en fin de contrat à la fin de saison, au mois de juin. Je pense que dans sa tête, je sais pas s'il souhaiterait rester, mais à mon avis, il est déjà parti, plus ou moins. Donc c'est compliqué. Mais même, ce que je disais tout à l'heure, Manu, ce qui est juste, quand tu n'as plus les jambes, tu peux remplacer ça par l'intelligence, par la qualité de passe. Regarde un Giggs, par exemple. Et avoir un peu plus d'humilité et de redescendre davantage sur le terrain. Parce que quand je vois que tu mènes par 2 fois au score, notamment en fin de match, tu arrives à justement reprendre l'avantage sur Real Madrid. Tu les vois vachement haut sur le terrain. Moi, c'est ça en fait que je déplore sur... à la fois de Pep Guardiola, mais sur aussi ce qu'il peut dire à ses joueurs, de dire écoutez, on est moins rayonnant dans la possession de balle, on domine moins nos adversaires. Donc quand on arrive à mener au score dans des matchs compliqués, essayons de courber les chines, d'être un peu plus défensif et de jouer en contre-attaque. On a des joueurs ultra rapides devant. T'as raison. Il n'y a plus aucune gestion de match. Écoutez, il n'y a plus aucune gestion de match cette saison. Écoutez Tchouaméni à la fin du match, là, c'était sur Canal+. On était venu ici pour faire un bon résultat. Je pense qu'on a fait un gros match tous ensemble. On a mal commencé avec ce but qu'on a encaissé, mais on est resté calme. Je pense que comme vous l'avez vu, on a réussi à se procurer pas mal d'occasions. Mais à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus tueur. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Il fallait qu'on prenne les opportunités qu'ils nous donnaient. C'est ce qu'on a fait. Il y a un deuxième match. Maintenant, il va falloir rester concentré parce que rien n'est joué. Je pense qu'on faisait de bonnes choses en première mi-temps. Il y a ce but qu'on a encaissé, mais il fallait qu'on garde le positif avec pas mal d'occasions. Mais comme j'ai dit, il fallait qu'on soit plus tueur. C'est ce qu'il nous a dit. Et surtout qu'il y a un deuxième match. Donc, comme je l'ai dit, il faut rester calme et concentré pour la deuxième partie. City, ça reste une très bonne équipe. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Et comme je l'ai dit, on est resté compact. On a fait un gros match défensif avec la qualité qu'on a offensive. On sait que chaque fois qu'on dépasse le milieu de terrain, on arrive à se procurer des occasions. Donc, on va se concentrer sur nous. Le plus important, c'est d'aider l'équipe. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de blessés. Voilà, je préfère jouer au milieu, mais quand le coach me dit que je dois jouer derrière, j'ai absolument rien à dire. Je dois faire le job. J'essaie de donner le maximum, même si ça en déplaît à certains. Mais au final, je reste calme, concentré, toujours à pouvoir aider l'équipe au maximum, gagner les matchs, c'est le plus important. Voilà Aurélien Tchouaméni, qui est devenu un peu la tête de Turc à Madrid. Hein. Il se fait beaucoup critiquer. Il joue pas à son poste. C'est devenu une sorte de joueur qui dépanne, quoi. On le met là, tiens, il manque des défenseurs, tu vas jouer là. Quand tu es au milieu, tu n'apportes pas assez, tu n'es pas assez technique. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on a vu sur l'ouverture du score de City le manque d'automatisme de la charnière centrale madrilène, parce que c'est pas leur positionnement préférentiel. Camavinga, même si Raúl Asensio fait un bon match et en plus on voit dans l'attitude, c'était quasiment le patron sur le terrain dans l'attitude, alors que c'est son 20e match en pro. Non, je suis d'accord. Camavinga, bon match ou pas? Bon match. Il faisait partie du groupe de joueurs qui n'étaient pas là pour faire un bon match, mais pour surtout défendre et combler. Il l'a dit lui-même. Les trous. Il a dit que notre rôle c'était d'être compact derrière et d'essayer de ressortir le ballon et de passer le milieu de terrain. C'est Tchouaméni qui a dit ça, pas Camavinga. Oui, non, mais quelque part, il a parlé aussi de tout l'aspect défensif, justement. Et Clément Turpin, bon match? La fine après, Daniel, il dit que le penalty est mérité. Il y a péno quand même. Il vient le percuter. D'ailleurs, j'ai l'impression aussi que... Excusez-moi, mais quand on parle de cadeau à la fin, City, il est dans la surface. Oui, il est dans la surface. Ce genre d'action-là. J'ai l'impression que si Foden vient percuter le joueur aussi. Pour moi, c'est typiquement un cadeau. Ceballos, un mec qui fait un geste défensif et qui le rate à ce point-là dans une zone
où t'es pas encore en péril parce que le mec est pas en train d'armer une frappe, c'est pas machin. Pour moi, il fait un cadeau à l'équipe adverse en concédant un penalty comme ça. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas sa course, il va le percuter. Ça, c'est vraiment un cadeau que Ceballos lui fait. Oui, à mes yeux, il y a péno. Maintenant, comme je disais tout à l'heure en rigolant, c'est pas toujours que contre le Real, il y a ce genre de péno. Hein. Et puis pour conclure sur le Real, nouvelle polémique, les polémiques d'arbitrage continuent. Le Real a à nouveau envoyé une lettre de 4 pages pour dénoncer les décisions de lettre à la Liga cette fois, mais sauf que la Liga réplique et une procédure disciplinaire est envisagée, donc il pourrait se faire sanctionner à force de trop gueuler. Quoi, peut-être que là ils vont envoyer un courrier à Séphérine. Hein. Voilà. Peut-être que. Il est pleureuse quand même le Real quand même au bon moment. Comme Nasser pris tous les jours pour que le Real de Mbappé se fasse sortir très très vite. Peut-être il va dire à son copain Séphérine d'organiser les choses. Ouais, jamais. Mais il va rien se passer, Daniel. Tu le sais aussi bien mais je plaisante. Julien, un truc à rajouter ou t'as tout dit? Non, juste moi, elle m'inquiète cette équipe de City parce qu'il y a un match, on l'a dit hier, un mois de février incroyable. Elle t'inquiète, c'est fini, ils vont se faire sortir la Ligue des Champions, la première ligue c'est fini, il n'y a plus d'inquiétude, c'est rangé. Non, mais mais alors déjà, premièrement, c'est triste de voir une équipe pareille qui a été si forte en déliquescence, ça on l'a expliqué plein de fois dans l'émission. Ils ont un calendrier en février qui est infernal, puisqu'ils ont le match retour, mais ils vont avoir Liverpool, ils vont avoir Newcastle, ils vont avoir Aston Villa, je crois. Ils ont le droit de laisser croquer les autres. Hein. Le PSG, ils attendent depuis un moment pour croquer. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est ce que je pensais en regardant le match aussi. Ils viennent de dépenser 200 millions d'euros en janvier. 200 millions d'euros. Ah oui. Il n'y a pas un joueur qui a commencé ce soir. Ils sont peut-être même pires qu'il y a 15 jours. Peut-être que ces millions-là, ils sont pour l'année prochaine. Mais peut-être pas pour maintenant. Peut-être qu'ils sont pour l'année prochaine, Daniel. Mais à un moment, l'urgence, elle est peut-être pas, elle est maintenant. Et le procès du siècle, ça va, on va dire quand s'ils sont sanctionnés ou pas. Alors, Guardiola nous a dit la semaine dernière qu'on aurait un verdict le mois prochain. Ça peut être le dernier clou. Hein. Ouais, mais alors vu qu'ils paient leurs avocats 5 000 € à l'heure, j'espère que ça va finir bientôt parce qu'ils continuent à payer, et 2, que l'issue du procès sera en leur faveur. Mais on sait déjà, quoi qu'il arrive, Daniel, que peu importe le verdict, le perdant, donc soit la première ligue, soit City, c'est simple, fera appel. Donc quoi qu'il arrive, on va encore en avoir après. D'ailleurs, Guardiola les avocats vont se gaver. Quoi. Guardiola fait des sorties récemment. Ça faisait longtemps qu'il parlait pas. Il a fait des sorties là-dessus récemment en disant qu'il y avait des clubs plus dépensiers qu'eux en Angleterre. Il a cité des chiffres, les années écoulées ces dernières années. Donc voilà, il a essayé tant bien que mal de prendre la défense de son club. Mais bon. Donc les avocats lui ont filé un petit dossier. Quoi. Non, mais bon, moi j'imagine mal City se faire rétrograder. Je pense plus à une grosse sanction, peut-être en termes de points pour le début de la saison prochaine, à une grande sanction financière, des choses comme ça. Merci Julien, merci Edgar, bonne soirée.